Corps à corps, corps à corps. Et pour ce corps à corps, je suis très heureuse de retrouver Renaud Bochart, notre chroniqueur US qui est en France. Bonjour Renaud Bochart. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, avocat, fondateur du Substack Les Chroniques Égrégoriennes, co-auteur du podcast French Invaders et aujourd'hui nous concerne directement. Vous êtes représentant pour l'Amérique du Nord, du mouvement des localistes. Alors peut-être rapidement, avant de nous expliquer ce que vous faites aux États-Unis et comment vous organisez cette résistance qui nous intéresse tout particulièrement, qu'est-ce que c'est que ce mouvement des localistes ? Le mouvement des localistes, c'est un mouvement qui essaie de rapprocher les centres de décision des localités dans lesquelles elles s'appliquent. C'est l'idée qui repose, le mouvement des localistes repose sur un terme qui est extrêmement important aux États-Unis, qui est le terme d'autogouvernement, self-government en anglais. C'est vraiment quelque chose d'assez essentiel, qui fait d'ailleurs que au 19e siècle, lorsque la nation européenne, la nation américaine s'est créée, les États-Unis étaient vraiment une fédération de petites républiques élémentaires. Oui. Lorsque Tocqueville est venu visiter les États-Unis dans les années 1830 pendant ce qu'on a appelé la démocratie jacksonienne, pendant la présidence d'Andrew Jackson. Il a observé une espèce d'organisation sociale de petites communautés autogouvernées. Petite poche, quoi. Oui, qui en fait, pour Tocqueville, qui était un aristocrate, ça représentait une sorte de reconfiguration de ce qu'avaient été les petites communautés médiévales paysannes. Donc c'est pour ça que Tocqueville, alors pourtant le thème de la démocratie, pour les pères fondateurs, il faut lire les propos par exemple de quelqu'un comme John Adams, le terme de la démocratie qui était assimilé à cette époque-là exclusivement à la démocratie directe, à la démocratie athénienne, était un véritable anathème pour les pères fondateurs. Oui. Et c'est d'autant plus étonnant que Tocqueville arrive aux États-Unis en 1830. Il écrit un livre qui s'appelle De la démocratie en Amérique et pas du gouvernement représentatif en Amérique, qui était le grand thème des pères fondateurs, et notamment de quelqu'un comme John Adams. Donc, ce que Tocqueville a observé, c'était sociologiquement une démocratie. Et une démocratie, ça ne peut être qu'organisée à l'échelle locale. Même si vous relisez la totalité des grands philosophes politiques, à commencer par Rousseau, l'échelle de la démocratie, c'est la petite échelle. Alors, on en est très loin quand on voit aujourd'hui Nathalie Loiseau qui nous parle de bouclier démocratique européen, qui ne signifie rien et qui est passé sans aucun vote et sans aucun représentant. Fermons la parenthèse. Revenons donc à là, vous avez parlé de l'origine, de la naissance de cette, peut-être aussi, comment dire, le terreau de cet esprit, on va dire, peut-être plus libre, plus indépendant aux États-Unis qu'en France, venu de l'origine de l'État d'Amérique. Et donc aujourd'hui, finalement, il y a un retour à ce système, en tout cas une volonté de retrouver une forme de liberté, de se réorganiser en petites poches de résistance qui seraient autonomes, ou en tout cas au maximum autonomes, et qui s'organiseraient sans passer par le truchement de l'État et finalement qui en sortent plus fort. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Parce que vous-même, allons dans le cœur du sujet, vous-même vous en faites partie. Oui, alors moi je fais partie d'abord d'une communauté qui est quelque part une communauté auto-organisée, auto-gouvernée, qui est d'ailleurs ce qu'un certain nombre de personnes ont appelé des communautés d'élection en même temps. Donc pour moi, c'est une communauté qui est organisée autour d'une paroisse catholique et de 2 écoles avec des curriculums classiques qui pratiquent ce qu'on appelle l'éducation selon la formule du trivium, grammaire, logique, rhétorique. Donc, là où mes deux enfants sont, et c'est une communauté qui attire des catholiques des 4 coins des États-Unis parce que précisément, ils veulent vivre une véritable existence en tant que chrétiens. La chrétienté est quelque chose qui illumine la totalité de leur existence. Donc, et là-dessus, nous sommes en train de recréer quelque chose qui, encore une fois, avait été extrêmement vivant au 19e siècle et qui est en train de se recréer. Seulement, il s'est passé quelque chose entre-temps. C'est la centralisation massive du pouvoir économique et du pouvoir politique entre les mains d'organisations à grande échelle. À commencer par un État tentaculaire,
On va parler de l'État profond tout à l'heure, mais d'un État tentaculaire que Trump est en train de démanteler, ou en tout cas de réorganiser. Parce que bon, je pense pas ne que misons pas tout sur Trump, c'est ça que vous voulez dire. ne misons pas tout sur Misons plutôt Trump. sur nous-mêmes. Mais exactement. Mais ce qui est important maintenant dans le cadre de ce qu'on, parce qu'on là, cette concentration du pouvoir. On peut plusieurs auteurs lui ont donné un nom. Alors ça va beaucoup plus loin que le néolibéralisme, ça va plus loin que la centralisation étatique. On peut parler du système de la machine, qui est un point de convergence entre des pouvoirs idéologiques, technologiques et tout un ensemble de forces. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est véritablement une sorte de presque de mal assez métaphysique. Qui est en train Orwell dit Big Brother, Tolkien dit l'œil de Sauron. Oui, voilà, on peut avoir les images qu'on veut. Et ce qui est important maintenant, si on veut créer des communautés autogouvernées, c'est de créer des communautés qui parviennent en fait à échapper à l'œil de l'État. Alors comment on fait concrètement? Et vous qui êtes déjà en application, on va dire, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ces écoles, c'est passionnant. Mais si on pense, on projette ce modèle en France, est-ce que ça ressemble un peu à des écoles hors contrat? Est-ce que vous avez les mêmes difficultés administratives? Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas plus facile quand même aux États-Unis où il y a quand même une culture un peu plus confédérée, on va dire, enfin, de système d'autonomie ou pas? Dans le domaine de l'éducation, c'est quand même beaucoup plus facile puisque l'éducation est une attribution des États fédérés. Donc déjà, il existe un Department of Education que Trump va sans doute d'ailleurs supprimer. Mais dans le domaine de l'éducation, il est effectivement beaucoup plus facile d'avoir des écoles qui échappent à l'œil de l'État. Il n'y a pas d'ailleurs précisément du fait que la Constitution reconnaît que l'éducation est une attribution des États, il n'y a pas de politique nationale, de politique d'éducation nationale. D'accord. Ça a été un petit peu tempéré sous Obama quand il a créé, via la Gates Foundation, ce qu'on a appelé les Common Core Standards, qui sont des tests standardisés qui s'appliquent dans toutes les écoles publiques. Mais précisément, il y a eu un grand exode. De Bill Gates, d'après ce que je comprends. Il y a eu un grand exode dû à l'application des Common Core Standards et l'application d'une éducation de plus en plus standardisée à base de tests standardisés vers les écoles privées. C'est à peu près à ce moment-là, d'ailleurs, que ma femme et moi avons placé nos enfants dans des écoles catholiques. Mais ce qui est, on voit beaucoup plus de choses qu'au-delà même du domaine de l'éducation. Je pense par exemple au domaine de l'agriculture. Ouais, alors là-dessus, ça c'est passionnant. Vous avez interviewé sur Tocsin Joel Salatin, qui est véritablement le fer de lance d'un renouveau du localisme aux États-Unis, de communautés autogouvernées autour de l'idée de pratiquer une agriculture qui soit à la fois régénératrice et qui soit une agriculture qui organise des chaînes d'approvisionnement locales de meilleure qualité, qui produisent de la nourriture nutritivement meilleure et qui est une nourriture plus fiable. Or, ce qu'explique Joel Salatin, c'est que précisément maintenant, la totalité du droit qui régit, de la réglementation qui régit le secteur de l'agriculture, discrimine en faveur des organisations... Des grosses organisations industrielles. À grande échelle, qui pratiquent une agriculture industrielle. Il expliquait par exemple qu'il est impossible de vendre directement un steak qui aurait été d'une bête abattue dans sa ferme directement à son voisin. Mais si en revanche, effectivement, vous abattez une bête et que vous distribuez gratuitement à vos voisins, là, il n'y a absolument aucun problème. Donc l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre une demande qui précisément demande de plus en plus un accès à une nourriture saine et sourcée localement et les producteurs qui sont susceptibles de remplir cette demande. Donc, et pour vous donner un chiffre sur combien tout ça est absurde, les politiques de l'agriculture sont absurdes, il y avait aux États-Unis en 1945, il y avait à peu près 30 millions d'exploitants agricoles. Petits fermiers. De petits fermiers. Il en reste à peu près maintenant 2 millions. En fait, il y a 2 millions d'agriculteurs aux États-Unis, un peu plus, entre 2 et 3 millions. En revanche, le US Department of Agriculture, à l'époque, avait
des effectifs d'à peu près 85 000 employés. Ils en ont aujourd'hui 103 000. C'est QFD. Ouais, d'accord. Alors, beaucoup de questions dans ce que vous avez dit, mais déjà une précision, le mieux manger, je rappelle que donc Salatine, c'est la recherche d'une agriculture saine, donc pas de pesticides, pas d'intrants en fait qui viennent de la grande industrie. Et donc comment dire, une réflexion agricole, évidemment, comment on appelle ça, j'ai oublié, enfin complète, c'est-à-dire qu'on a les bêtes, on a l'agriculture, et tout ça évidemment se nourrit. On utilise le fumier de l'un pour nourrir la terre de l'autre, etc. Voilà, la permaculture. Précisons que ça va tout à fait aussi dans une démarche de reconnaissance et de respect du bien-être animal. On a les mêmes problèmes en France, on avait déjà fait des émissions qui sont dures à évoquer, mais il faut le faire. Les abattoirs, maintenant, pour des raisons soi-disant d'hygiène, etc., on est obligé d'envoyer les bêtes à 500 km à la ronde dans des camions avec le stress, et, la chaleur, etc., évidemment que ça entend, alors qu'on n'a plus le droit d'abattre sur place. Donc, encore une fois, là, on voit la problématique de Salatine. Alors, comment fait-il justement pour sortir? Vous dites finalement, il ne vend pas officiellement, il ne vend pas, c'est ça? Comment fait-il pour sortir de cette réglementation? Disons que, alors, non, Salatine, lorsqu'il fait abattre ses bêtes, il va à l'abattoir. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, là, aux États-Unis non plus, il n'a pas trouvé de solution. Mais en revanche, pour faire abattre ses bêtes, il faut s'y prendre à peu près 6 mois à l'avance. Oui. Et encore une fois, tout ça est discriminatoire sur le plan de la taille, puisque, comme toujours, par définition, c'est cette concentration des capacités d'abattage des têtes est une pour être prioritaire. Plus vous êtes gros, plus vous êtes prioritaire. Oui, ça favorise les sociétés, les fermes à très grande vaches, échelle. avec les vaches qui ne voient jamais la lumière du jour. On a bien compris. Surtout que, aussi, encore une fois, allez voir Salatine, l'interview, elle est magnifique. Vous voyez le cadre et vous voyez que les animaux ont plus que de l'espace. Alors, et donc, mais comment il fait? Vous dites, normalement, on n'a pas le droit de vendre directement, enfin, de passer par l'abattage. Comment il fait? Quelle est sa solution, finalement, pour réussir à rester local et à ne pas être empêché par les règles nationales? Et vous, ensuite, revenez sur votre modèle à vous, autour de Washington, si j'ai bien compris. Comment vous vous organisez concrètement autour de cette église, mais aussi des terres agricoles? Alors sur Salatine, en fait, comment il s'organise? Il s'organise à partir de ce qu'il a appelé des private purchasing clubs, qui sont des sortes d'AMAP, et qui s'organise en fait en essayant de contourner au maximum la réglementation Des coopératives, des coopératives. Mais tout ça impose quand même d'éviter d'être sous l'œil de Sauron. Par exemple, lorsqu'on peut éviter effectivement d'avoir des administrations qui pratiquent des inspections phytosanitaires, autant que faire se peut, Oui, mais il vaut comment on fait mieux pour les éviter. éviter? Le mieux est De ne pas être déclaré. c'est d'essayer en tout cas, ils sont quand même obligés à un certain moment de montrer patte blanche. Surtout que lui, il est très connu. Salatine, c'est un peu l'ennemi numéro un de Bill Gates, justement, qui, précisons-le, rappelons quand même le contexte américain, qui est presque plus dramatique que le nôtre, mais en même temps peut-être plus porteur d'espoir aujourd'hui. C'est toujours comme ça, les États-Unis, il faut toujours que ça soit plus. Oui. Bigger, larger, faster. Et là, Bill Gates a quasiment racheté la totalité, enfin, il rachète un maximum, c'est lui qui est le plus grand propriétaire terrien des États-Unis, et c'est pas pour votre bien ni pour votre santé, je le précise, mais en même temps, on a donc ce mouvement qui se développe énormément, qui est super intéressant. Et donc, je reviens à vous, localement, vous êtes autour de Washington. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous-même, vous travaillez la terre? Alors bien sûr, oui, alors d'abord, moi je suis... Ça a dû vous faire bizarre, vous êtes quand même un avocat, professeur d'université, puis d'un seul coup, vous revenez les bottes pleines de boue. Oui, parce que depuis, en fait, le début du Covid, en janvier 2020, j'ai commencé à être formé à l'agriculture régénératrice, ce qui d'ailleurs était parfait sur le plan du timing, puisque 2 mois plus tard, tout fermait. Ouais. Et moi, j'étais au champ, au soleil, pendant que tout le monde était. C'est était à marrant, vous avez l'intérieur. fait la transition juste avant, mais naturellement, avant le Covid. Oui, ça a été en fait une sorte d'inclination intellectuelle à partir de l'exemple notamment d'un très grand auteur américain qui s'appelle Wendell Berry, qui est lui-même un paysan, qui est Salatine a coutume de dire qu'il est lui-même
un paysan qui écrit et que Wendell Berry est un écrivain qui cultive. Et Berry m'avait beaucoup influencé avec un encouragement à avoir une occupation manuelle, une occupation qui soit un engagement actif avec la nature. C'est d'ailleurs un peu aussi la philosophie de quelqu'un qui m'a aussi beaucoup influencé, qui est mon ami Matthew Crawford, l'auteur de ce formidable éloge du carburateur. Matt est, quant à lui, un réparateur de moto et philosophe. Et, C'est génial. Ouais. et donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé à ça. Et il se trouve que c'était le parfait timing, puisque commençait le Covid. Je vois qu'Hervé Juvin vient de nous rejoindre. Il va arriver. J'attends qu'on soit sûr sur le son. Mes 2 réalisateurs me disent que le son est bon. Donc, je vais juste quand même finir avec vous. Donc, vous avez pu développer donc, ces terres. Et puis, j'ai lancé un petit business ensuite où je coach des familles américaines pour cultiver des fruits et légumes sans utilisation de pesticides. J'ai vu en fait qu'il y avait une sorte de niche, le marché du jardinage aux États-Unis. Le marché, ça représente 50 milliards de dollars. Vous avez d'un côté les paysagistes et vous avez de l'autre côté les pépinières. Vous n'avez rien au milieu. Et c'est là-dessus que je me suis embarqué, et je vois qu'il y a une énorme demande, et c'était très très flagrant au moment du début du Covid, où tout le monde se mettait au jardinage, mais sans savoir par où commencer. Comment faire ? Et c'est à ça à cette demande que j'essaie. Alors juste avant de donner la parole à Hervé Juvin, mais ça fait une magnifique introduction, est-ce que maintenant vous diriez que sur pas mal d'éléments, on a vu l'éducation, l'alimentation, évidemment j'imagine que vous ne pouvez pas tout produire, mais peut-être qu'avec votre circuit, avec l'ensemble de la communauté qui est autour de vous, peut-être que vous vous en sortez alimentairement parlant. Enfin, en gros, jusqu'à quel point vous trouvez que vous avez retrouvé le pouvoir ? En tout cas, sur l'éducation de nos enfants, on a retrouvé complètement le pouvoir. Ça, c'est déjà incroyable. Ce qui est déjà très important. Oui. Après, on est très très loin d'être une communauté de homesteaders. On n'est pas autosuffisant. Vous n'êtes pas encore les Mormons. Mais il y a cette volonté et cette compréhension que nous sommes dans un effondrement de la modernité libérale, et que des choses que l'on tenait pour acquises sont en train de s'effondrer. À commencer par la possibilité de pouvoir s'approvisionner localement. Donc, d'ailleurs, mon business s'appelle Victory Gardens, qui est un écho aux Victory Gardens de la Seconde Guerre mondiale, où 45% de la production de fruits et légumes aux États-Unis provenait des jardins privés. Ce qui veut dire que les Américains, à l'époque, savaient cultiver. Je rappellerai à cet égard que les Russes ont pu survivre aux sanctions européennes et américaines parce qu'ils ont conservé de l'ancienne Union soviétique des talents de jardinage, pourtant dans un climat extrêmement rude. Oui, donc c'est très très important de se remettre ce qui se perd malheureusement. D'ailleurs, c'est très intéressant la Russie, leur système. En effet, moi, j'ai un peu vécu en Russie. Soit on achète les légumes de la grosse industrie, soit en fait dans la rue on a encore des babouchkas ou des hommes, les mains pleines de terre, qui font ça malheureusement souvent pour finir de combler leur fin de mois, mais qui ont cultivé eux-mêmes leurs légumes et tout. Et là, on est sûr que c'est vraiment le légume local de la rue d'à côté, parce que tout le monde a son petit bout de jardin. Enfin, c'est pas d'ailleurs pas forcément eux, c'est souvent un peu collectiviste, etc. Mais sauf que ça se perd. Non, il y a encore et ça va se perdre jusqu'à ce qu'on retrouve comme chez nous, qu'il y ait un regain de volonté de retourner au local. Mais bon, les Russes n'en sont pas encore là dans leur état d'esprit. Ils sont plutôt dans une volonté de progrès technique, je pense, et de confort. Mais ça peut se comprendre. Bref, Hervé Juvin est arrivé. Bonjour Hervé Juvin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va récupérer votre son. Vous êtes essayiste, cofondateur du mouvement Les Localistes, mouvement citoyen, membre du conseil scientifique de la Fondation Transcultura et du conseil supérieur de la formation de la recherche stratégique. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est justement ce mouvement d'espoir que vous avez fondé, ce mouvement citoyen des localistes. Les localistes avec un point d'exclamation. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce mouvement et puis, après avoir entendu ce qu'a dit Renaud Bochart, qui finalement est une bonne introduction concrète d'un localisme américain, à quel point on peut retrouver, nous, en France, cette indépendance, cette liberté, peut-être aussi ce sens de la vie, parce que je pense que Renaud Bochart, on n'a pas tout évoqué, mais évidemment, vous avez retrouvé vraiment beaucoup de sens aussi dans votre vie, à travers ce retour au local.
Hervé Juvin. Vous venez d'en donner vous-même. Renaud Bochart en a aussi donné des exemples. Avec ses jardins, cette capacité à produire soi-même une partie de son alimentation, c'est ce qui vous frappe quand vous fréquentez des pays comme la Moldavie, comme la Biélorussie. C'est probablement ce qui explique la très grande résilience de ces sociétés aux chocs politiques qu'elles ont vécus, les terribles invasions, le totalitarisme, etc. Mais quand chacun a la capacité de produire au moins une partie de sa nourriture, la résilience de la société est considérable. Et il faut bien reconnaître que depuis probablement les années 60 et 70, nous, Français, comme la plupart des Européens, nous avons totalement perdu cette résilience. Alors, je commencerai comme cela pour parler du localisme, parce que le localisme, c'est d'abord reprendre le pouvoir que nous avons laissé aux mains d'administrations, aux mains de la Commission européenne, aux mains d'autorités administratives indépendantes, etc. Nous devons reprendre le pouvoir. Mais reprendre le pouvoir, ce n'est pas d'abord un discours politique, c'est d'abord un discours économique. Essayons de produire nous-mêmes tout ce que nous pouvons produire et essayons de garder la finance locale. Comme Keynes le disait, c'est un de ses principaux messages, essayons de financer nous-mêmes l'activité sur nos territoires parce que nous aurons de l'emploi, nous aurons de la vie et nous aurons des meilleurs produits. Bien sûr. Si je poursuivais, je dirais volontiers que ce besoin, cette demande, que nos territoires vivent, que l'on vive bien chez nous, c'est une demande universelle. Le localisme, c'est un universalisme. Vous avez cette demande en Chine où chacun est persuadé que la cuisine de sa région, du Zhejiang, du Hebei, que je sache encore, est la meilleure du monde. Partout dans le monde, en Afrique, un Africain vous tombe dans les bras quand vous connaissez son village natal. J'ai fait récemment cette expérience avec des gens du Cameroun. Il se trouve que j'ai bien connu il y a très longtemps le Cameroun. J'ai été frappé de l'enthousiasme de mes amis africains parce que je connaissais leur village. Partout dans le monde, être chez soi, ça a sa valeur. Partout dans le monde, décider chez soi de ce qui nous concerne, ça a sa valeur. Et je pense que c'est une des libertés auxquelles les Français, les Européens, mais partout dans le monde, on est attachés. Si vous me laissiez poursuivre, je dirais volontiers que le localisme, c'est évidemment environnemental. Ça n'est pas à cause des folies punitives des Verts que l'environnement n'est pas un vrai sujet. Et si j'accepte totalement les propositions de Donald Trump de sortir d'un certain nombre des folies vertes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème d'empoisonnement des terres, de l'air et des eaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas un problème avec un changement climatique, etc., etc. Les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, en sont les premières victimes, avec des taux d'obésité et des taux de maladies, notamment juvéniles, qui font que dans ces deux pays, l'espérance de vie est en train de régresser. La marque du développement et du progrès, c'est que l'espérance de vie progresse. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, à cause de la nourriture hyper-industrialisée, à cause de l'absence de normes sur les produits auxquels on ajoute des sucres, des graisses, etc., la population est en mauvais état de santé et ça se dégrade chaque année. Nous devons en sortir. Ça, c'est l'aspect environnemental. L'aspect social, c'est la fierté du travail bien fait. Et la fierté du travail bien fait, c'est quand on sait à qui vont les produits et les services que l'on donne. L'économie délocalisée pose un problème, c'est celle des bullshit jobs. Renaud Bochart en parlerait aussi bien que moi. Il y a un livre aux États-Unis qui a été au fond du sujet. Ces jobs qui vous occupent toute la journée parce qu'ils vous payent un salaire, mais vous en sortez désespéré. Encore une journée de perdue qui n'a aucun sens. C'est pas la réalité que vit le commerçant indépendant. C'est pas la réalité que vit l'artisan. C'est pas la réalité que vit l'agriculteur qui est fier de ses produits parce qu'il sait qu'il fournit du bon lait, de la bonne viande, des bons légumes, des bons fruits, etc., etc., à des consommateurs. C'est encore plus vrai quand il voit la reconnaissance dans les yeux de ceux qui lui achètent ses produits sur le marché local. À cet égard, le localisme est profondément social. Retrouver la fierté du travail bien fait et retrouver naturellement une juste rémunération du travail. Le dernier aspect, je l'ai évoqué, il est universel. Le localisme, c'est la paix. Parce que le localisme, si on assure à chacun de bien vivre sur son territoire, on aura un apaisement des relations humaines. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux limites du toujours plus. Nous sommes confrontés aux limites d'une croissance quantitative qui va nous mener à un conflit. La globalisation, ça conduit aujourd'hui à la guerre. Nous devons sortir de la globalisation. C'est un des espoirs que peut nous donner la présidence Trump. N'oublions pas que dans son discours d'investiture, il a dit qu'il voulait demeurer comme un peacemaker et un unifier. Eh bien, si Donald Trump se fixait ces deux objectifs et s'il commence à les remplir, peut-être est-ce que la politique et l'administration Trump pourraient marquer un tournant pour le meilleur dans l'histoire d'un monde ravagé par la globalisation, ravagé par le dogme du libre-échange
est ravagée par l'irresponsabilité de la planète financière. Hervé Juvin, vous nous avez convaincus sur les motifs de retourner au local. Maintenant, une question, malheureusement, on ne va pas pouvoir développer beaucoup plus parce que Jacques Beau est déjà derrière et on a perdu un peu de temps. Mais on reviendra sur ces sujets avec vous si vous le permettez. Mais tout de même, comment lutter aujourd'hui? On a parlé un peu des États-Unis, mais qui sont quand même plus libres dans l'esprit sur le sujet. Comment lutter aujourd'hui? On a cette volonté de retourner au local pour le sens, pour le bien-être. On ne parle même pas des suicides, des dépressions. Nous sommes records mondiaux des dépressions en France, en tout cas au moins sur la médicamentation. Parce qu'on a perdu complètement cet enracinement, cette logique de la vie. Donc, on veut retrouver tout ça, c'est clair, et votre mouvement l'incarne. Mais comment on fait pour lutter contre une société et une gouvernance européenne désincarnée et déracinée et qui ne souhaite pas justement cette reprise de pouvoir des hommes et de leur terre? 3 choses très clairement. D'abord, la France, cofondatrice de l'espoir de communauté économique européenne puis d'Union européenne, a les moyens d'imposer qu'on remette les choses à plat sur la table. Il faut arrêter le toujours plus d'Europe. Il faut accepter de faire le bilan de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et il faut rendre aux nations ce qui ne marche pas au niveau de l'Union européenne. Ce travail-là, il est urgent. Sinon, je crois à l'explosion de l'Union européenne si on n'en finit pas avec le toujours plus d'Europe. Je crois à une seconde chose absolument fondamentale. Reprenons la main sur le financement des activités locales et régionales. Recréons les banques de proximité, recréons les banques régionales où c'est le dirigeant régional qui connaît les chefs d'entreprise, qui connaît les jeunes qui veulent entreprendre, qui décide lui-même des crédits et des financements. Le rôle de la centralisation des dépôts et le rôle de la centralisation des risques à Paris sous l'égide de l'inspection des finances ont tué l'aménagement du territoire, ont tué l'activité locale. Et puis je vais faire plaisir à Renaud Bochart sur un dernier point. Le Grenelle de l'environnement avait décidé de la liberté de l'échange et du commerce des semences dites variétés population, c'est-à-dire ces variétés de tomates, de fruits, de légumes qui viennent d'un territoire et que les citoyens doivent pouvoir échanger librement entre eux. Un certain Michel Barnier n'a jamais signé les décrets d'application. Il faut évidemment autoriser la libre circulation des semences de ferme, des variétés population qui échappent aux droits de propriété industrielle des géants de l'alimentaire, parce que sinon nous perdons tout le contrôle sur notre alimentation. 4 ou 5 géants dans le monde sont en train d'acquérir le contrôle de l'alimentation. Ça veut dire qu'ils auront le contrôle des populations et de notre sécurité alimentaire. Kissinger le disait très bien, on tient les nations par l'énergie, on tient les peuples à l'alimentation. Retrouvons notre autonomie alimentaire, refusons la mainmise des géants sur les brevets de l'alimentation et retrouvons la liberté de cultiver nous-mêmes nos fruits, nos légumes, de nous échanger les semences. C'est une des conditions de l'indépendance de la France. Et en attendant qu'on retrouve le pouvoir par le droit et la juridiction, peut-être commencer à s'organiser au moins par des formes de troc, même si même le troc aujourd'hui est devenu interdit. Mais c'est une façon... Regardez Robin des Bois, regardez Robin des Mers, il y a des associations qui existent. Il faut les soutenir, il faut se joindre à elles. Il faut s'organiser, encore une fois, la résistance des petits cailloux. Merci infiniment Hervé Juvin et Renaud Bochart, c'est vraiment plein d'espoir. Aujourd'hui, c'est une matinale pleine d'espoir. Maintenant, il faut passer à l'action. Et l'action, eh bien, voilà, ça signifie, comme Renaud Bochart, de quitter quand même un beau poste d'université, porte d'avocat, pour remettre les pieds dans la gadoue. Mais ça vaut le coup, vous ne regrettez pas, Renaud Bochart. Hervé Juvin, merci encore infiniment.